Aujourd'hui, on se penche sur une entité qui possède très probablement les jeux vidéo qui tournent en ce moment même sur nos consoles. Ouais, et qui gère aussi l'équivalent des cartes bancaires, des impôts et des communications de plus d'1 milliard de personnes. Rien que ça. Rien que ça, ouais. Et qui affiche une valorisation boursière ahurissante de 561 milliards de dollars. Et pourtant, et c'est ça qui est dingue, en dehors de l'Asie, on ne voit pratiquement jamais son logo. C'est clair, c'est l'un des paradoxes les plus fascinants du monde de la tech en fait. On parle d'une boîte dont les ramifications infusent vraiment toute la culture numérique mondiale, Ouais. mais qui a fait de son invisibilité publique une véritable stratégie de conquête, quoi. Et il s'agit de Tencent. Notre point de départ pour cette analyse aujourd'hui, c'est une enquête vraiment massive publiée par Block News là, en ce mois de mai 2026. Une sacrée enquête d'ailleurs. Oh oui, c'est un dossier énorme qu'on a croisé avec leur propre rapport financier officiel et des données géopolitiques récentes, histoire de vraiment piger l'envergure de ce géant. L'objectif, c'est de décoder la mécanique interne de cette entreprise surpuissante, Complètement. parce que leur modèle reste largement incompris en Occident, en fait. Bon, décortiquons tout ça. Comment est-ce qu'on construit une hégémonie pareille? Parce que, en plongeant dans les sources de l'enquête, j'ai été super frappé par la précarité de leur début. On est très loin du conte de fées habituel. C'est ça. On n'est pas du tout dans le mythe de la start-up visionnaire dès le premier jour avec le génie dans son garage. En 1998, c'était juste un appartement à Shenzhen, 5 ordinateurs bricolés avec des pièces de récup. Avec genre 500 000 yuan, ce qui faisait environ 60 000 dollars de l'époque. Voilà. Et l'idée, assez peu originale à la base, c'était de cotier une application de messagerie israélienne, ICQ, en y collant un petit manchot comme mascotte. La genèse est très éloignée des standards occidentaux, et ça s'explique en grande partie par la personnalité du fondateur, Ma Wateng, qu'on surnomme souvent Ponima. Il n'est pas du genre à faire le show, lui. Pas du tout. Dans l'écosystème tech qu'on connaît bien, les fondateurs, ils construisent souvent leur propre culte de la personnalité, quoi. Ils font des annonces fracassantes pour attirer les capitaux. Ouais, façon Elon Musk ou Steve Jobs. Exactement. Alors que Ponima, c'est un ingénieur discret, son approche, ça a toujours été l'observation clinique plutôt que la disruption brouillante. C'est ça. Quand il lance OICQ en 1999, qui va devenir QQ plus tard, le but, c'est juste d'adapter un outil qui existe déjà aux spécificités du réseau chinois. Sauf que là, le succès est juste immédiat. Et d'après le dossier, ce succès a littéralement failli les tuer. Ouais, c'est le grand paradoxe de leur histoire. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Parce que la mécanique de cette quasi-faillite, elle est hyper contre-intuitive. On pourrait se dire, avoir des millions d'utilisateurs d'un coup, c'est le rêve de toute boîte. En théorie, oui, mais en fait, c'est le piège classique de la croissance exponentielle quand t'as pas de modèle d'affaires derrière. Ah oui, parce que c'était gratuit. Voilà, QQ était entièrement gratuit à télécharger, mais techniquement, chaque nouveau message envoyé nécessitait de la puissance serveur. Et à l'époque, louer des serveurs, ça coûtait une fortune absolue. L'enfer. Ouais. Plus l'application devenait populaire, plus Tencent perdait de l'argent. Et à une vitesse vertigineuse en plus. En l'an 2000, la situation est tellement critique que Ponima décide carrément de jeter l'éponge. Attends, ils voulaient vraiment tout arrêter en chiche. Oui, il met l'entreprise en vente pour la somme dérisoire d'1 million de yuan. Ce qui est impensable aujourd'hui quand on y pense. Et le pire, le truc le plus fou, c'est que personne n'a voulu l'acheter. Personne. Tous les investisseurs ont regardé le dossier, ont vu une boîte qui cramait du cash, sans aucun moyen de le rentabiliser, et ils ont passé leur chemin. L'ironie est mordante quand même. Donc, Tencent survit juste grâce à une petite injection de capital de la dernière chance, mais le vrai déclic, le vrai sauvetage, il arrive en 2002. Avec une idée brillante. Ouais, et c'est là que j'essaie de comprendre la psychologie du truc. Il lance le QQ Show. En gros, il propose aux utilisateurs d'acheter des vêtements virtuels, des coupes de cheveux, des emojis pour personnaliser ce petit manchot. C'est exactement ça. Et la mécanique psychologique derrière, elle est primordiale en fait. Faut bien se remettre dans le contexte de la Chine du début des années 2000. Ok, Une grande partie de la jeunesse découvrait Internet, souvent depuis des cybercafés bondés. L'espace physique était hyper restreint pour eux. Mais l'espace numérique, lui, il offrait une nouvelle toile vierge. ouais, un espace de liberté, quoi. Voilà. Tencent a compris que QQ, c'était plus juste un outil pour s'envoyer des messages. C'était devenu genre le principal lieu de sociabilité de toute une génération. C'est ouf. Donc, en vendant ces accessoires, ils vendaient pas juste des pixels. Ils vendaient de la différenciation sociale. C'est comme s'ils avaient eu l'idée de génie de vendre des vêtements invisibles à une population qui jusqu'ici n'avait l'habitude d'acheter que des biens de première nécessité comme le riz.
C'est une excellente analogie, ouais. Et ces jeunes étaient prêts à dépenser leur vrai argent de poche pour affirmer leur identité en ligne. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en monétisant ce besoin de statut social, Tencent n'a pas seulement sauvé sa boîte, ils ont accidentellement posé les bases d'un modèle économique révolutionnaire. Le fameux free-to-play. Exactement. Le free-to-play, les microtransactions. Ils ont pigé qu'on pouvait distribuer gratuitement l'infrastructure de base pour capter tout le monde. Ouais. Et ensuite, générer des marges colossales en vendant des biens immatériels qui, en fin de compte, ne coûtent absolument rien à reproduire. Et ça a marché du tonnerre. Ça les a rendus incroyablement rentables jusqu'à leur entrée en bourse. Mais bon, les vêtements pour pingouins, ça a ses limites. Ça ne te permet pas de devenir l'infrastructure financière de tout un pays. Non, c'est sûr. Il fallait passer à l'étape supérieure. Et pour opérer cette bascule, les sources de l'enquête pointent vers 2011. Et là encore, la vitesse de cette boîte, c'est hallucinant. Un ingénieur, Jean-J. Alove, envoie un email pour proposer une application pour smartphone. Oui, le fameux email. Et 2 mois et demi plus tard, WeChat est né. 2 mois et demi. C'est l'agilité technique de leurs équipes, c'est vraiment leur marque de fabrique, mais faut savoir qu'au tout début, WeChat n'était qu'une simple messagerie, comme WhatsApp en gros. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer le truc? Le vrai séisme technologique et sociétal, ça se produit en 2014. C'est l'intégration de WeChat Pay et le coup de génie absolu des Hongbao. Les fameuses enveloppes rouges. J'ai lu ce passage de l'enquête avec énormément d'attention. Culturellement, en Chine, offrir une enveloppe rouge avec de l'argent liquide pour le Nouvel An, c'est incontournable. C'est une tradition millénaire, ouais. Et Tencent a juste numérisé ce concept. Mais au-delà de l'anecdote festive, comment un simple jeu d'enveloppe a pu obliger des centaines de millions de gens à lier leur carte bancaire à une appli de chat? Par la pression sociale pure et simple. Et la gamification. Imagine, t'es dans un groupe de discussion familiale sur WeChat. Ok. Ton oncle envoie une enveloppe rouge numérique avec une somme répartie aléatoirement. Pour découvrir combien t'as reçu et prendre cet argent, le système te dit « Attention, il faut lier votre carte bancaire ». Ah ouais, le piège parfait. Si tu le fais pas, t'es le seul de la famille à ne pas participer et tu laisses littéralement de l'argent gratuit sur la table. La friction psychologique pour donner ses coordonnées bancaires, elle disparaît instantanément face au côté ludique. Jack Ma de chez Alibaba a même qualifié ça de moment Pearl Harbor, non hein? Tout à fait. Parce qu'Alibaba dominait totalement le paiement en ligne à l'époque, et du jour au lendemain, avec ce petit jeu d'enveloppe, Tencent leur a arraché une part de marché gigantesque. Les chiffres de l'enquête donnent le vertige. En 2016, c'était 8 milliards d'enveloppes échangées en 24 heures pour le Nouvel An chinois. Et une fois ce pont financier établi, ils ont verrouillé le système en 2017 avec les mini-programmes. Ah oui, les mini-programmes, c'est brillant. Techniquement, c'est fou. Plutôt que forcer les gens à aller sur l'App Store ou Google Play, ils ont permis aux entreprises de créer des micro-applications directement à l'intérieur de WeChat. C'est un contournement stratégique magistral, en fait. En hébergeant ces millions de micro-applis, WeChat s'affranchit totalement des taxes prélevées par Apple ou Google. Pas de taxe de 30%, quoi. Zéro. L'appli charge instantanément. T'as pas à créer de compte ou entrer ta carte de crédit, vu que WeChat adgère tout. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce que WeChat n'est plus une simple application, là. C'est un écosystème entier. C'est littéralement le système d'exploitation de la vie chinoise. On parle de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en 2025. C'est comme si chez nous, Google, PayPal, l'App Store, Uber et les impôts ne formaient qu'une seule appli. L'argent liquide a pratiquement disparu là-bas. Alipay et WeChat Pay gèrent un truc comme 471 trillions de yuan. C'est des montants qu'on a du mal à conceptualiser. Mais du coup, une question se pose. La Chine, c'est grand, mais ça a des frontières. Comment une entreprise maintient une croissance pareille quand elle a déjà absorbé 100% de son marché national? C'est précisément l'impasse stratégique qui les a poussés vers l'international. Avec tout ce cash généré par WeChat, ils devaient s'exporter. Mais on n'a pas WeChat chez nous. Non, parce qu'une expansion frontale avec un super réseau social chinois, ça aurait déclenché un rejet culturel massif en Occident et des blocages réglementaires immédiats. C'est clair. Donc, ils ont opté pour une infiltration totalement silencieuse, en ciblant l'industrie culturelle la plus rentable au monde. Le jeu vidéo. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les rapports d'acquisition, on voit qu'ils ont systématiquement acheté les plus gros studios occidentaux. Exactement. Dès 2011, ils achètent Riot Games pour 400 millions, qui fait League of Legends. En 2012, 40% d'Epic Games, les créateurs de Fortnite et de l'Unreal Engine. Puis Supercell à plus de 8 milliards.
Et n'oublie pas le coup de maître de 2025 avec Ubisoft. Ah oui, 1,25 milliard de dollars pour 25% d'une filiale gérant Assassin's Creed. Mais ce qui me fascine, c'est leur méthode. Pourquoi dépenser des milliards pour posséder League of Legends ou Fortnite sans jamais apposer le logo du pingouin Tencent sur l'écran d'accueil? Parce que, dans leur esprit, posséder l'infrastructure, c'est infiniment plus rentable et sécurisant que posséder la gloire. D'accord, mais la plupart des patrons voudraient voir leur logo partout. Oui, mais en évitant d'imposer leur marque, ils évitent la friction. Les joueurs occidentaux, ils continuent de voir ces studios comme des entités indépendantes. C'est vrai que personne ne se dit qu'ils jouent à un jeu Tencent quand ils lancent Fortnite. Voilà. Et du côté des gouvernements, c'est pareil. Washington voit une entreprise américaine développer Fortnite sans prêter attention au fait que 40% des profits repartent à Shenzhen. C'est brillant. Ils achètent les tuyaux du divertissement mondial. Et le pari est gagné. En 2025, leurs revenus gaming à l'international ont franchi le cap des 10 milliards de dollars annuels. Ça alimente un trésor de guerre absolument hallucinant. Le rapport de Block News parle de plus de 104 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec des marges nettes qui frôlent les 30%. C'est une machine à cash. Ils ont un flux de trésorerie disponible de 200 milliards de yuan par an. C'est supérieur au PIB de la Croatie. Ah. Mais à quoi sert tout cet argent aujourd'hui? À financer la nouvelle grande guerre de notre époque, l'intelligence artificielle. Ah, on y vient. Le marché de l'IA, c'est un gouffre financier. Mais Tencent a les reins solides. Ils ont sorti leur modèle Hunyuan 2.0. J'ai vu ça. Les specs techniques dans l'enquête sont impressionnantes. On parle d'une architecture Mo de 406 milliards de paramètres qui bat GPT-4 au Gaokao, le baccalauréat chinois. Oui, Mais cette architecture Mo-là, Mixture of Experts, ça change quoi concrètement dans la façon dont la machine fonctionne? alors, en gros, imagine un modèle d'IA classique comme un énorme cerveau, où chaque neurone doit s'allumer pour la moindre question. Même pour un truc super basique. Exactement. C'est super lent et ça coûte horriblement cher un serveur. Le MoE, lui, il divise ce cerveau en plein de sous-réseaux spécialisés, qu'on appelle les experts. D'accord? Et quand on pose une question, le système analyse le contexte et n'envoie la requête qu'aux 2 ou 3 experts pertinents. Le reste du cerveau dort. Ah, c'est super optimisé en fait. Très optimisé. Ça permet d'avoir un modèle colossal tout en gardant des coûts d'opération très bas. D'accord, je comprends mieux. Par contre, il y a un truc dans l'enquête qui m'a fait tiquer. Fin 2025, sur leur application grand public, Yuanbo, ils ont secrètement intégré DeepSeek R1. Oui, le modèle d'un concurrent direct. Attendez, ils ont intégré le produit d'un concurrent direct dans leur propre application. N'est-ce pas un aveu énorme de faiblesse de leur part? On pourrait le croire, oui. Mais c'est mal connaître les vrais enjeux. Aujourd'hui, la qualité brute du modèle d'IA importe presque moins que le canal de distribution. Et le canal, c'est WeChat. Exactement. En intégrant DeepSeek, qui faisait un gros buzz à ce moment-là, l'appli de Tencent a aspiré toute l'attention. Les gens passaient par l'écosystème Tencent plutôt que de télécharger l'appli DeepSeek. Donc ils ont utilisé la tech des autres comme produit d'appel. Voilà. Résultat, plus de 41 millions d'utilisateurs actifs au deuxième trimestre 2025 pour Yuanbao. Si l'on relie cela à la situation globale, Tencent est juste en train de construire le système nerveux de l'IA en Chine. Ils confisquent le succès de leurs rivaux. C'est implacable. Bon, vu comme ça, cet empire a l'air complètement invincible. Mais les sources détaillent quand même une grosse vulnérabilité. La géopolitique. Voilà. Et petite pause ici, c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. Quand on parle des pressions de Washington ou de Pékin, notre but, c'est juste d'analyser ça factuellement, hein. Tout à fait. On rapporte les faits exposés par Block News sans prendre parti ni pour les régulations chinoises ni pour les sanctions américaines. Exactement. C'est de la pure mécanique d'entreprise. Comment on survit quand on est coincé entre les deux plus grandes puissances mondiales? Et c'est un équilibre très précaire. La preuve en 2021, quand Pékin a décidé de punir l'industrie du jeu vidéo. Le fameux épisode de l'opium spirituel. C'est le terme qu'ils ont utilisé, oui. Le gouvernement a limité drastiquement le temps de jeu des mineurs à 3 heures par semaine, et seulement le week-end. L'impact sur la bourse a été cataclysmique, non? Un crash énorme. Tencent a perdu 300 milliards de dollars de valorisation en quelques mois. C'est presque inimaginable. Et ce qui est dingue, c'est la réaction de Ponima. Zéro contestation. Là où des patrons américains auraient fait des procès ou des scandales publics, lui, il a courbé les chines. C'est la règle d'or, ne jamais combattre Pékin. Ouais,
Ils ont tout de suite adapté leur reconnaissance faciale pour bloquer les mineurs. Ils se sont positionnés comme un champion national docile. L'entreprise est vue comme une menace potentielle par Washington, et en même temps, elle doit se faire toute petite face à Pékin pour ne pas être démantelée. Cela soulève une question importante justement. Parce que cette soumission à Pékin, elle inquiète Washington au plus haut point. Ce qui nous amène à 2025. Oui, le 6 janvier 2025. Le Pentagone a inscrit Tencent sur la CMC list. La liste des sociétés militaires chinoises. Voilà, affirmant que l'entreprise posait un risque de sécurité nationale. Tencent conteste ça en justice, bien sûr. Mais ça crée un paradoxe de fou. En 2020, on se souvient que Trump avait essayé de bloquer WeChat. Mais aujourd'hui, comment le gouvernement américain pourrait bannir une entreprise qui possède littéralement les jeux auxquels jouent des dizaines de millions d'Américains tous les jours? C'est le fameux bouclier d'invisibilité dont on parlait. Détricoter Tencent de l'Occident, c'est pas juste supprimer une appli. C'est forcer l'arrêt de studios de développement entiers, amputer la culture pop mondiale et se mettre toute une génération de joueurs à dos. Un casse-tête total. Complètement insoluble politiquement. Bon, si on synthétise un peu tout ce parcours raconté dans l'enquête, c'est l'histoire d'une mutation incroyable. D'un logiciel copié dans un appart qui coûtait trop cher en serveur, à un empire qui a monétisé le statut social, effacé l'argent liquide, racheté le jeu vidéo mondial en cachette et qui maintenant mène la danse sur l'IA. Le tout dirigé par un gars qui a prouvé que la discrétion est la meilleure des armes. C'est fascinant, mais les sources nous laissent sur une réflexion finale assez troublante. Le talon d'Achille de cette domination. Eh oui, le matériel, les puces. Exactement. Pour faire tourner ces IA gigantesques, Tencent dépend massivement des puces GPU américaines, les fameuses Nvidia H100 et A100. Qu'ils ont stocké en masse avant les grosses sanctions, heureusement pour eux. Oui, ils ont fait des stocks colossaux. Et en parallèle, l'enquête précise qu'ils développent des solutions internes avec l'architecture Asen de Huawei pour essayer d'être indépendants. Mais ça pose une sacrée question pour la suite. Une question vitale, ouais. C'est ça. D'ici 2027, quand ce stock de puces américaines sera épuisé, est-ce que ce pingouin qu'on croyait invincible survivra vraiment face au mur implacable de la guerre technologique mondiale? Ça fait réfléchir. Oui, l'avenir nous le dira, mais le défi est immense. Et c'est là-dessus qu'on va vous laisser méditer aujourd'hui.